Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la chronique. Un grand merci à notre auditoire international et notamment dans le Royaume du Maroc et aussi en Europe et partout dans le monde. Merci pour votre fidélité et merci pour vos encouragements qui sont des encouragements objectifs et pertinents. Il est 17h et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne avec nous une Libanaise de renom, sociologue des médias et de gens diplômés à l'université libanaise de l'université de Bordeaux, en poste actuellement à l'université de Toulouse de Jean Jaurès. Elle coordonne le projet européen Practici sur la prévention de la radicalisation, présidente aussi de l'association de recherche et d'action sur le contre-discours radical violent, expert UNESCO en radicalisation numérique. Elle est aussi l'auteur du carnet de recherche sur le contre-discours radical violent et il y a un blog, le HTTP, c'est radical.hypothèse.org/. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de recevoir Madame Hasna Hussein. Bonjour Madame. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un grand honneur pour moi de partager avec vous ces moments et avec votre auditeur et auditrice aussi. Le plaisir est pour nous et sachez-le, c'est un honneur pour moi déjà d'avoir une femme qui est spécialiste sur la radicalisation afin de compléter aussi ce dossier sur un aspect aussi féminin mais aussi avec un autre regard qui est très intéressant. Et ma première question, si vous le permettez, les médias sociaux ont joué un grand rôle dans la dissémination du message radical de par le monde. Dans quelle mesure Facebook, YouTube et autres médias sociaux portent une responsabilité certaine en servant de médias aux mains d'organisations radicales, voire terroristes, au nom de la liberté d'expression? Comment cette responsabilité peut être quantifiée et jugée s'agissant essentiellement de médias américains? C'est une réalité qu'on voit tous les jours et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le phénomène de radicalisation numérique dont les réseaux sociaux et plus largement Internet jouent un rôle très très important. Et surtout parmi les jeunes, vous voyez que la moyenne d'âge parmi les personnes qui se radicalisent ou qui basculent dans l'idéologie radicale violente et entre 15 et 28 ans. Donc, on est face à un phénomène générationnel, si vous voulez. Et pourquoi les réseaux sociaux jouent un rôle important? Parce que ces réseaux constituent un support de l'idéologie qui essaye d'attirer de plus en plus des sympathisants autour d'elle. Donc, les réseaux sociaux ne conduisent pas systématiquement à la radicalisation violente, mais c'est un support sur lequel des personnes, des groupes radicaux, violents utilisent, occupent pour diffuser une idéologie radicale. Donc, il faut faire la distinction entre deux rôles très importants des réseaux sociaux. Le premier, c'est aussi un rôle qui est à connotation très positive parce que les réseaux sociaux et Internet généralement restent un moyen
pour favoriser la liberté d'expression, surtout parmi les jeunes, et c'est ce qu'on a vu par exemple à partir dans la région arabe avec le printemps arabe et le rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation des jeunes. Et donc, on peut aussi citer d'autres cas, mais de l'autre côté, il faut aussi savoir que ce sont des outils qui sont relativement récents, dont l'usage nécessite une forme d'éducation spéciale qu'on n'a pas encore malheureusement intégrée dans nos systèmes éducatifs. Donc, d'où l'importance de travailler dans ce chantier-là. La question qui se pose, Madame Hasna Hussein, c'est que simplement on parle des moyens qui permettent d'avoir double tranchant, hein, j'ose dire, hein, donc ils peuvent être utiles. Pardon, il peut être utile, mais comme il peut être néfaste pour nos jeunes. Mais oui. Est-ce que ces réseaux sociaux ont-ils un filtre ou bien un contrôle par rapport à ce qui est en train de se passer par eux? Il faut partir d'une réalité, c'est que l'espace virtuel est incontrôlable. Donc, on ne peut pas contrôler cet espace-là. Et les expériences depuis plusieurs années prouvent cette idée-là. Et donc, aujourd'hui, on voit un engagement de plus en plus important de la part des grandes sociétés comme Facebook, comme Twitter, YouTube et d'autres, par exemple dans le domaine de lutte antiterroriste, par exemple supprimer les contenus violents, le discours d'appel à la haine et à la violence, etc., des images aussi, des sons. Mais ce n'est pas une tâche facile parce que on sait qu'il y a toujours un moyen de contourner ces mesures de sécurité, si vous voulez. Et donc, on comprend que le travail doit se faire ailleurs. De l'autre côté, du côté aussi, je dirais, et du côté notamment des jeunes, et surtout très tôt pour instaurer une éducation aux médias, une éducation critique aux médias et à l'usage des réseaux sociaux pour les jeunes. On sait que les jeunes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et sur Internet, d'ailleurs les adultes aussi. Et donc, on est face à des outils numériques et qui sont là, présents, pendant longtemps dans la vie des jeunes et ils ont maintenant l'habitude de vivre avec. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la vie des jeunes. Justement, je vous en prie. Justement, Madame Hasna Hussein, donc on a parlé suffisamment au sein de l'émission Arc-en-Ciel sur les jeunes autant que garçons. Avec bien sûr des participations même ici à l'antenne des anciens djihadistes, hein, David Valla, Mourad Benchilali et d'autres personnes qui ont intervenu sur ce dossier-là. Et on parle souvent que de garçons. Maintenant la question, et là je m'adresse à une spécialiste sur le dossier, c'est la question de la femme. Comment ce discours salafiste peut séduire une femme musulmane, voire parfois non musulmane? Donc, juste pour clarifier un tout petit peu cette question salafiste et de l'idéologie salafiste, on fait de plus en plus, et notamment moi sur la base de mes recherches sur la propagande des groupes djihadistes violents par l'image et le texte, que l'idéologie salafiste et dont sa branche violente fait partie de la base idéologique de ces groupes-là. Donc, toujours sur la base de ces recherches-là, et notamment travailler sur la question du discours féminin, qu'on trouve d'ailleurs dans les magazines francophones ou anglophones, parce que des groupes comme Daesh, par exemple, possèdent ses propres chroniqueuses femmes qui participent activement à la production
médiatiques de ces groupes-là et aussi idéologiques, ce sont les mêmes codes et techniques rhétoriques salafistes qui sont mobilisés par les femmes que par les hommes. Donc, au niveau de motivation, au niveau d'engagement, si vous voulez, et de forme d'engagement, il y a très peu de différence entre les hommes et les femmes. Donc, parce que, par exemple, on retrouve assez souvent la notion Dar el-Islam, Dar el-Kufr, dans le cadre d'une vision duelle du monde pour rejeter aussi toute forme d'altérité. Les femmes utilisent beaucoup la notion de mécréance, excommunication, etc. Donc, or, concernant le rôle des réseaux sociaux, et on sait de plus en plus que les réseaux sociaux jouent un rôle plus important, un peu plus important pour les femmes, notamment dans le processus de basculement des femmes que des hommes, puisqu'on part toujours d'une idéologie salafiste radicale ou violente, si vous voulez, et on sait qu'au moment de basculement, une jeune fille est tenue à respecter cette idéologie-là, donc à rester, à se retirer du monde, à passer un temps plus important dans l'espace privé. Et c'est là où les réseaux sociaux s'opèrent. Et là, je dis toujours, ce sont les recruteurs qui vont faire tout le travail à travers les réseaux sociaux pour entourer, pour assurer une forme de fragilisation, de sensibilisation et de conditionnement pour assurer un endoctrinement et par la suite un embrigadement des jeunes. Donc, les hommes consomment beaucoup des produits propagandistes et les femmes en consomment parfois un peu plus pendant le processus de basculement. Comment je suis un père, comme n'importe quel père, donc j'ai des enfants. Comment un père ou une mère peut être un petit peu, comme dis-je là, averti par rapport à cette tendance, parce que là on parle d'un enchaînement, on parle pas d'un coup dur, hein. Donc c'est pendant un certain temps que la personne, surtout on parle de filles, comment une fille ou sa maman, surtout sa maman, peut constater que sa gamine, elle est en train de passer de l'autre côté de la barrière. Donc, il faut pas s'affoler au moment où on va voir nos enfants passer du temps, beaucoup de temps parfois sur Internet ou sur les réseaux sociaux, parce que ça devient la norme. Donc, ce qui est demandé, c'est peut-être un tout petit peu plus d'attention, parce qu'il faut surtout pas que les parents empêchent les enfants, parfois d'une manière radicale, ou censurent les enfants et les empêchent d'utiliser les réseaux sociaux, parce que ça peut créer des effets contraires. Et donc, et ça a été montré, par exemple, pour les cas des personnes qui étaient basculées dans la radicalisation. Donc, même pour ces personnes-là, on leur laisse un tout petit peu d'autonomie ou de liberté de consulter, mais tout en les accompagnant et aussi en leur expliquant comment utiliser les réseaux sociaux, comment vérifier l'information sur les réseaux sociaux, et aussi le fait de ne pas croire d'une manière absolue à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est l'un des problèmes majeurs qu'on est confronté, et là, sur la base des recherches qu'on a réalisées, par exemple, dans la région toulousaine, et qu'on a, quand on posait sur un échantillon des jeunes, quand on a posé la question, l'information la plus crédible, vous la trouvez où? Et la réponse était Facebook. Donc, là aussi, faire un travail peut-être de sensibilisation dans le sens
plus large du terme, ça peut être des ateliers de parole, de discussion, d'échange avec des journalistes, avec des directeurs de chaînes, de radio, aussi pour expliquer aux jeunes comment on vérifie quels sont les différents processus de vérification de l'information dans les médias traditionnels et dans les nouveaux médias, pour expliquer que cette exclusivité ou parfois cette aussi rapidité des réseaux sociaux n'est pas forcément en faveur de la bonne information, parce qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour vérifier la source, etc. Donc, ce sont des sujets parfois qui débordent un tout petit peu la thématique de la radicalisation en tant que telle, mais qui sont centraux dans la question de sensibilisation et de l'éducation critique et aussi d'aide à l'esprit critique chez les jeunes. Vous avez eu une expérience assez importante en tant qu'enseignante au Maroc. Quelle est la place et l'usage des réseaux sociaux dans la vie des jeunes au Maroc? J'ai pu réaliser entre 2013 et 2014 une enquête auprès de 140 jeunes au Maroc, et on a travaillé sur la technique du questionnaire pour étudier la place et le rôle des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Et il y a plusieurs résultats qui nous a aidé un tout petit peu à éclaircir cette thématique-là, notamment dans le contexte marocain. Et là, je suis aussi consciente qu'il y a pas mal de convergence avec d'autres contextes concernant ces questions-là. Par exemple, la communication arrivait en premier dans l'usage de ces jeunes-là. Donc, ces jeunes-là partaient sur les réseaux sociaux pour communiquer beaucoup plus que pour s'informer. Donc là, ça explique aussi, ça renvoie aussi à un autre résultat. Quand on a posé la question, vous communiquez avec qui, c'était assez souvent des gens qui appartiennent au cercle familial, à l'entourage amical, et aussi l'entourage social des jeunes. Donc, ce qui montre beaucoup plus qu'avec des gens étrangers. Donc là, ce qui montre aussi que c'est un usage assez spécifique des réseaux sociaux, et que les jeunes, je dirais, ce genre de résultat montre aussi une certaine prudence chez les jeunes, sachant que là, il est important de préciser qu'on a travaillé sur des catégories d'âge entre 18 et 25 ans. Donc, c'était pas des tout jeunes, ou c'était pas des mineurs, ou donc il y avait des ados et il y avait aussi des post-adolescents. Donc, il y a une forme de prudence, je dirais, chez les jeunes concernant le rapport virtuel avec l'autre. C'est aussi, je dirais, c'est assez rassurant pour cette catégorie d'âge. Mais on sait que pour d'autres catégories d'âge, notamment parmi les plus jeunes, cette prudence diminue. D'accord. Et c'est là où le risque de basculer sur des sites complotistes, ou le risque de basculer sur des sites djihadistes, etc., ou aussi sur d'autres types de radicalisation et de délinquance, parfois, via les réseaux sociaux, est beaucoup plus important. Donc, si j'ai bien compris, après votre étude que vous avez fait sur Toulouse et après votre constat sur le côté marocain, quoi qu'il arrive, il y a toujours un lien entre les deux. Je parle par rapport à ce basculement vers la radicalisation par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On est face à un phénomène qui est global. Donc, il y a forcément
des convergences et des divergences selon les contextes. Il y a des spécificités et il y a aussi des points communs. Donc, moi personnellement, comme je travaille sur ce phénomène-là, sous cet angle-là global, en travaillant sur 3 langues, arabe, français et anglais, je suis persuadée que on peut pas généraliser à partir d'une étude micro-sociologique qui se focalise sur un contexte particulier ou sur un groupe particulier pour dire c'est ça la radicalisation ou c'est ça le rôle des réseaux sociaux. Il faut toujours élargir l'angle. Madame Hasna Hussein, merci infiniment par rapport à cet éclairage, ce décryptage, surtout ce côté qui est aussi français mais aussi marocain, sur un dossier qui nous est cher parce que c'est une histoire de nos enfants. Et on vous dit à très bientôt. Et je sais très bien, vous avez fait un long voyage et vous avez accepté de participer avec nous. Avec plaisir. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et merci infiniment aussi au professeur Alavar qui nous a mis en contact et nous serons heureux un jour s'il sera parmi nous aussi pour développer ce sujet sur un autre angle. Et je vous dis un très bon fin dimanche. Vous pouvez toujours compter sur nous. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.